Et qu'on a fait. Bonsoir tout le monde. C'est pour moi un réel plaisir d'accueillir ce soir l'un des plus illustres écrivains haïtiens contemporains. Votre élection, mon cher Dany, à la prestigieuse Académie française, est pour nous une source de fierté profonde. L'honneur qui vous est fait rejaillit sur Haïti tout entière. Avec vous, c'est la littérature haïtienne en quelque sorte qui fait son entrée à l'Académie. Car à travers vous, l'Académie française honore aussi une longue lignée d'écrivains qui ont donné leurs lettres de noblesse à la littérature haïtienne et qui, depuis 2 siècles, contribuent au rayonnement de la langue française et de la francophonie dans les Amériques et dans le monde. Vous vous définissez souvent, avec raison, comme un citoyen du monde. Votre vocation d'écrivain puise sa source dans le royaume de votre enfance à Petit-Goâve. Elle s'est affirmée à Port-au-Prince, s'est épanouie au Québec, où vous avez fait une entrée particulièrement remarquée dans le monde des lettres il y a environ 30 ans. Vous avez publié un grand nombre d'ouvrages et vous vous êtes vu décerner plusieurs prix littéraires prestigieux. Comme pour couronner ce magnifique parcours, vous voilà aujourd'hui reçu parmi les immortels. Vous êtes le premier écrivain haïtien, le premier écrivain des Caraïbes, le premier écrivain québécois et canadien à faire l'objet d'un tel honneur. Cette distinction se veut assurément un hommage à une œuvre qui atteint une résonance et une dimension universelle, tout en demeurant authentiquement haïtienne. Car tout en étant au confluent de plusieurs cultures, elle reste profondément imprégnée du pays natal, de ses couleurs, de ses odeurs, de ses réalités et de son merveilleux qui parcourt chacun de vos livres et leur confère leur authenticité et leur densité propre. Nous vous savons gré de cette fidélité à la terre d'Haïti. Mon cher Dany, je tiens à vous exprimer, en même temps que mon admiration personnelle, l'hommage de toute la nation pour votre œuvre littéraire remarquable et pour votre contribution éminente au rayonnement de la culture haïtienne. Vous êtes un puissant symbole de l'apport de nos écrivains et de nos artistes par leur engagement dans l'écriture et dans les arts, à la promotion de l'image d'Haïti sur la scène internationale. Permettez-moi d'ajouter que vous êtes une source d'inspiration, non seulement pour les jeunes talents littéraires, mais aussi pour toute la jeunesse haïtienne, avide d'éducation et de connaissances, pour laquelle votre trajectoire a et aura toujours valeur d'exemple. Je forme pour vous mes meilleurs vœux de succès dans la tâche noble et éminente qui vous attend, celle de contribuer au rayonnement de l'Académie française et de la francophonie. J'espère qu'en dépit de vos nouvelles responsabilités, qui seront celles d'un immortel, vous trouverez le temps de nous visiter de temps à autre en Haïti. Quant à moi, ce sera toujours un plaisir de vous y accueillir. Je suis tout à fait ému d'être reçu par l'État haïtien, le président de la République, son cabinet souvent ministériel étant d'accord avec cela. Et c'est pour moi un moment assez touchant
parce que je n'ai jamais cru que ces 26 lettres de l'alphabet auraient pu m'amener si loin à être reconnu par mon pays, et à ce niveau-là, avoir reçu l'hymne national tout à l'heure dans la cour du palais. C'est toujours touchant parce que j'ai été un grand fanatique de football et à chaque fois qu'on entendait l'hymne national que les Haïtiens appellent le carnaval, parce que les autres hymnes nationaux étaient toujours un peu langoureux. Mais dès qu'on entendait l'hymne d'Haïti, on sentait un frémissement. Alors tout cela a commencé à Petit Goâve, en Haïti, presque à la frontière des départements du sud et de l'ouest. Cette petite ville entourée de montagnes avec cette mer turquoise des Caraïbes, et où je ne suis pas né, je suis de Port-au-Prince, mais où j'ai dû retrouver assez vite ma grand-mère pour cette longue leçon, si longue qu'un jour, j'espère, vers la fin de ma vie, j'écris un livre pour raconter de nouveau, mais cette fois de manière définitive, cette saison à Petit Goâve, que j'ai toujours en tête au moins le titre, Une si longue enfance. Parce que cette enfance de Petit Goâve, ces moments au pied de ma grand-mère avec sa cafetière de café, sur cette galerie du 88 de la rue Lamar, dont j'ai tenté d'en faire une adresse du bonheur de l'enfance, ces moments m'habitent toujours, sont si profondément imprimés en moi que je pense même au moment même de mourir, je me souviendrai toujours de ces après-midi paisibles. C'est pourquoi j'ai écrit un livre dont le titre est Le charme des après-midi sans fin. Pour moi, c'est ça la vie de province. Et comment ces femmes qui ont dominé mon enfance, ma grand-mère, ma mère et mes tantes, comment elles ont pu faire pour qu'au cœur de la dictature de l'époque, nous sommes dans les années 50, je me suis senti si protégé que je n'ai pas vu l'horreur, la terreur qui m'entourait. J'étais un enfant heureux. Et je crois comprendre que partout dans le monde, chaque fois qu'un enfant se sent heureux, c'est parce que des gens le protègent. L'enfance doit être protégée parce que c'est la fondation de toute chose. Et j'ai été un élève, j'ai bien appris ma leçon. Et à l'époque, cette leçon-là, c'était de passer mon temps à regarder le vol soyeux des papillons, des libellules, regarder les fourmis dans leurs mouvements, qui ressemblaient d'ailleurs à l'agitation humaine qui se passait dans la rue, écouter les gens, et quand ma grand-mère leur parlait, et quand ils passaient devant la maison, devant la galerie, et qu'ils échangeaient des informations, des émotions, les écouter, et tout cela a été au cœur, au centre même de mon apprentissage d'écrivain. Parce que c'est là que j'ai compris l'idée du narrateur invisible, qui regarde, ne parle pas. Parce que les enfants n'ont pas le droit de parler en Haïti quand les adultes parlent. Bonne leçon pour apprendre, bonne manière d'apprendre, surtout dans notre époque où l'on opine avant de savoir. Et donc, j'écoutais, j'apprenais et je regardais la pluie tomber. Cette chose miraculeuse qui pouvait s'arrêter à tout moment, au beau milieu de la rue Lamar. Cette pluie qui venait toujours de Jacmel, parce que je ne sais pas pourquoi, ma grand-mère pense que la pluie vient de Jacmel. Et je regardais aussi les gens qui se baladaient dans la rue, qui couraient, qui filaient, parce que les Haïtiens n'ont pas peur des révolutions, des mouvements, des armes à feu, mais de la pluie. Alors ils allaient toujours sur la galerie en face pour parer la pluie, comme on dit. Et moi, je savais, enfant fiévreux, puisque les enfants fiévreux observent beaucoup, je savais qu'elles n'ont pas à avoir peur, puisque la pluie s'arrêtait toujours. On n'allait jamais au-delà de la 36e rangée de briques de la maison d'en face. C'est une observation née de l'enfance. Et je crois qu'elle est au cœur même de ma vision de la littérature, qui n'est pas née de l'idéologie, ni d'une sorte de choses abstraites, mais plutôt de petits faits de la vie quotidienne, comme celle-ci par exemple, quand j'ai annoncé à ma mère la mort de mon père, que je la voyais entrer et sortir la bague de mariage de son droit, j'ai senti que le moment était difficile et expliquait les 50 ans d'attente de cet homme qui n'est jamais revenu. J'aime les petits détails qui font vrai. Et je tiens cette leçon de Stendhal. Donc, cette enfance a eu une fin. Je suis allé à Port-au-Prince et où j'ai retrouvé ma mère, ma sœur qui est ici présente, et où j'ai retrouvé cette maison. De la fenêtre, je pouvais voir les jeunes filles qu'on appelait à l'époque la fraîcheur, et que quelques années plus tard, notre président a chanté dans sa musique aussi. Ces jeunes filles j'avais une autre vision d'elles que ma mère
Ma mère, très pieuse, disait que c'était des demi-prostituées. Moi, je pensais qu'elles étaient en train d'inventer la modernité haïtienne. Je crois que ce sont les danseurs qui inventent la musique. Et parce que ces jeunes filles, pour la première fois dans l'histoire haïtienne, allaient danser dans les bals les samedis soirs sans être accompagnées d'hommes, et parce qu'elles ne voulaient pas danser des musiques collées, des boléros, des slows, il a fallu inventer une musique plus dynamique, plus moderne. Enlever tout le cuivre qui alourdissait les choses, couper dans les slows qui n'arrêtaient pas de finir. Je me souviens quand des jeunes à minuit attaquaient, et par exemple au Grand Cabrit l'a dit bébé, on est foutu jusqu'à 3 heures du matin, c'est un enchaînement de slow. Donc il a fallu réinventer une musique plus dynamique avec les ambassadeurs fantaisistes. Donc pour ma part, ces jeunes filles avaient réinventé la modernité haïtienne, et c'est pourquoi je leur ai dédié un livre. Le goût des jeunes filles, ce n'était pas le goût des vieillards pour des jeunes filles, c'était le goût des jeunes filles pour la vie. Elles étaient pour moi l'image même de cette Haïti culturelle résistante au cœur même de la dictature. Et finalement, oui, un jour de décembre 2013, j'étais à Port-au-Prince et j'étais admis à l'Académie française. Donc la France aussi. Haïti, le Québec et la France aussi. Ça fait un triangle, ça fait un trépied et évidemment ça tient debout un trépied. Cette France qui m'a habité si longtemps, qui vient de si loin, puisque quand j'étais à Petit-Gouave et que je tombais sur les livres des écrivains français que je pouvais trouver, dont certains livres, je ne savais pas le nom de l'auteur ni le titre, puisqu'il nous manquait les pages, les premières pages, mais j'avais cette fringale de littérature, ce goût de l'alphabet. Je voulais tellement lire et je lisais sans cesse, et d'un regard d'écrivain, puisque je ne me contentais pas de lire les livres, je voulais savoir comment quelqu'un comme Kipling, par exemple, un des livres qui m'a marqué, Capitaine courageux, comment Kipling a-t-il fait pour que j'ai l'impression dans ce livre d'être au large de Terre-Neuve, dans cette chasse à la baleine, et à chaque fois qu'il y a une vague d'eau, de sentir l'odeur du varin, comment Kipling a fait? Quelle est cette magie? Quelle est cette chose, cette précipitation? Comment fait-on pour qu'une phrase prenne vie et illumine la page? J'ai travaillé dur, j'ai bûché, tête baissée pendant 30 ans, dans la solitude la plus totale. Évidemment, j'étais à la maison, mais je n'étais pas à la maison, comme Marie-André Étienne l'a dit. N'épousez jamais un écrivain. Un homme près de vous, peut-être aussi l'épouse du président de la République peut dire la même chose, si près et si loin à la fois. Et naturellement, j'étais tête baissée, mais il faut dire aussi qu'un homme assis, il n'y a rien de plus doux qu'un écrivain au travail. Il est assis dans son bureau, il peut y rester 30 ans. Mais le miracle, c'est que les livres qu'il écrit parcourent le monde, et si jamais un seul d'entre eux vous plaît, j'apparais. Merci.